Bonjour à tous et bienvenue dans les matins du Sénat. Le 26 septembre dernier, un impressionnant incendie se déclarait dans l'usine Lubrizol de Rouen. Des milliers de tonnes de produits chimiques partaient en fumée. Odeur gênante, agriculteurs empêchés de récolter leurs denrées alimentaires, pompiers malades après leur intervention. Le drame, on s'en souvient, a suscité beaucoup de colère et d'interrogations. En conséquence, au mois d'octobre, le Sénat a lancé une commission d'enquête afin de révéler les éventuelles carences de l'État dans la gestion de la catastrophe. Aujourd'hui, les sénateurs s'interrogent sur les risques sanitaires d'une telle catastrophe. Plusieurs scientifiques sont auditionnés par la commission. Regardez. Nous accueillons Madame Thébault-Moni, qui est sociologue de la santé, directrice de recherche honoraire à l'INSERM, et vous êtes spécialisée dans l'étude des obstacles à la connaissance, à la reconnaissance et à la prévention des cancers d'origine professionnelle. Vous vous êtes très vite rendu sur place à Rouen au lendemain de l'incendie de l'usine Lubrizol et des entrepôts de Normandie Logistique. Vous avez très vite considéré qu'il s'agissait d'un accident chimique majeur et d'une catastrophe dont les conséquences vont être progressives dans le temps et dans l'espace et qui pourrait, selon vous, être dramatique. Vous avez d'ailleurs considéré qu'il serait opportun de mettre en œuvre un suivi sanitaire comparable à celui qui a été mis en place aux États-Unis après l'attentat du 11 septembre 2001. Vous avez d'ailleurs sans doute volontairement fait un parallèle entre ces deux catastrophes, parallèle qui a pu surprendre, si ce n'est choquer. Je pense que vous nous expliquerez pourquoi il y a lieu de faire ce parallèle. Depuis vos déclarations, le gouvernement a annoncé qu'il allait créer d'ici le mois de mars prochain un dispositif de biosurveillance. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Et nous avons bien sûr bien d'autres questions à vous poser, ce que feront les rapporteurs et les membres de la mission qui souhaiteront s'exprimer à l'issue de votre intervention liminaire. Je vous rappelle, et je rappelle à mes collègues, que nous avons un temps d'audition malheureusement très contraint, puisque cette audition ne doit pas, questions comprises bien sûr, dépasser les 45 minutes. Donc nous allons vous demander de vous exprimer dans une intervention liminaire de 10 minutes maximum. Et ensuite, on s'efforcera, mes chers collègues, de poser des questions brèves et synthétiques et d'avoir des réponses de même nature, avec bien sûr possibilité de vous demander d'apporter des informations complémentaires par écrit. Vous êtes, madame, vous le savez, devant une commission d'enquête parlementaire, donc je suis obligé de vous rappeler que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et je vais vous demander de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je ne dirai rien que la vérité, toute la vérité, je le jure. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, je vous donne la parole pour 10 minutes maximum. Alors, mes travaux de recherche, en fait, je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a cette grave question des cancers d'origine professionnelle, mais aussi, je travaille depuis pratiquement 30 ans sur les conséquences du recours à la sous-traitance, sur la gestion, la connaissance et la prévention des risques industriels, et aussi sur les conditions de production de connaissances en santé publique, concernant les effets sanitaires de ces risques industriels. Juste pour caler les choses, quelques-unes des nombreuses substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques présentes sur le site et dans l'incendie de Lubrizol, il n'y a aucun doute sur le fait que parmi les centaines de molécules, on a en tout cas des molécules reconnues depuis très très longtemps pour leur toxicité et qui font même l'objet de tableaux de maladies professionnelles, ce qui est, je dirais, malheureusement une preuve, puisque les tableaux de maladies professionnelles, comme vous le savez, ne sont adoptés que quand vraiment il est impossible de faire autrement, surtout pour les cancers. Donc, vous avez les hydrocarbures polycycliques aromatiques, le benzène, le toluène, des métaux lourds, l'amiante. Les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques sont des toxiques sans seuil. Et les effets de synergie ont été malheureusement pas très souvent étudiés, mais ils l'ont été, et notamment dans une synergie amiante-tabac, parce que, en fait,
on a peut-être tendance à faire porter au tabac plus que ses péchés. Et la synergie entre amiante et tabac, c'est 50 fois plus que lorsque on a une exposition à l'un ou à l'autre. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur les prescriptions du Code du travail concernant les CMR, parce qu'il me semble, en lien avec ce que je dirai ensuite sur la sous-traitance, qu'on a une sorte de contradiction entre le Code du travail et le Code de l'environnement. Les prescriptions du Code du travail, c'est l'évaluation des risques, c'est d'éviter le risque, c'est, quand c'est possible, faire la substitution, travailler en système clos et surtout restreindre les quantités de produits sur les lieux de travail. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté du Code de l'environnement, l'article R512.6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible. Donc là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus soft, compte tenu de l'état des connaissances, etc. Et dans le Code de l'environnement, on n'a pas véritablement d'exigence de transparence. Et je pense que dans ce qui s'est passé à Lubrizol, la réglementation du Code de l'environnement fait en quelque sorte disparaître les exigences du Code du travail. Alors, je voudrais en fait venir sur un point qui, pour moi, est extrêmement important, c'est le rôle de la sous-traitance. Il y a eu un article du Monde, il y a quelques jours, qui évoquait une enquête qui a été faite par un organisme patronal auprès des entreprises utilisatrices, des entreprises sous-traitantes et des salariés, qui montre une situation assez catastrophique et qui fait écho à ce que je travaille sur la sous-traitance et les risques sanitaires depuis 30 ans, et mon collègue Michael Quinlan, qui est un Australien, nous avons travaillé ensemble depuis très longtemps, et Michael a fait une synthèse il y a quelques années de ce qui constitue les conditions de possibilité de l'accident industriel. Donc je les ai mis sur les diapos. Les diapos, je les donnerai. Vous pouvez regarder ce que j'ai écrit, mais je voudrais insister sur plusieurs choses. Bon, il y a des manquements dans la conception, l'organisation technique et la maintenance, mais il y a des négligences face aux signaux d'alarme antérieurs et aux causes non immédiates. Et c'est quelque chose que l'on constate systématiquement dans les situations de sous-traitance. C'est ce qui était d'ailleurs en jeu aussi dans l'accident d'AZF à Toulouse. Je vais passer assez vite sur les autres qui étaient sur cette diapo. Je voudrais insister maintenant sur celle-ci, c'est-à-dire non-respect des normes, règles et injonctions produites par l'administration du travail et celle de l'environnement. Dans toutes les catastrophes que nous avons étudiées avec Michael, nous retrouvons ce non-respect des règles. Et on sait que Lubrizol a été condamné il y a 6 ans à 4 000 € d'amende à la suite d'une fuite qui était quand même un signe très avant-coureur, très inquiétant. Il y a non prise en compte de l'expression des travailleurs quant aux dangers potentiels. On rencontre ça absolument partout, et moi je suis frappée du peu d'expression qu'on ait des travailleurs qui étaient, sinon sur place, qui travaillaient dans l'usine dans les jours ou les semaines qui précédaient. Peut-être ça viendra dans l'enquête. Il y a une absence de communication entre les travailleurs et le management, puisque, en fait, que fait la sous-traitance? La sous-traitance rompt le lien entre celui qui prescrit le travail et ceux qui l'exécutent. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché commercial entre deux entreprises et que la prescription du travail est finalement contenue dans ce marché, mais les prescriptions de sécurité sont totalement sous-traitées à l'employeur de l'entreprise extérieure, qui bien souvent n'a pas même les éléments pour assurer la sécurité de ses propres travailleurs. Donc on a, de ce point de vue-là,
une situation extrêmement grave et qu'on retrouve absolument, qui est constante dans toutes les situations de sous-traitance que nous avons pu étudier. Et paradoxalement, les travailleurs, eux, font confiance à l'expertise technique des responsables du site. C'est-à-dire que la confiance, elle est du côté des travailleurs en se disant c'est pas possible qu'ils nous mettent en danger. Et puis il y a le problème de la formation insuffisante, voire inexistante des travailleurs. Là, Club Maintenance Normandie, vous pouvez lire l'article du Monde et surtout aller sur le document lui-même qui est absolument impressionnant. Et c'est ce que d'ailleurs, dans le procès AZF, les juges avaient considéré comme infraction la plus grave commise par les responsables de l'usine Total AZF. Alors, j'ai une autre dimension dans ma présentation qui est de vouloir aussi venir sur cette question des conséquences. Parce que les conséquences, dans une situation comme Lubrizol, c'est vrai que, je vais être très rapide là, c'est vrai que c'est des conséquences à long terme. Les cancers, c'est pas dans 3 ans, c'est pas dans 5 ans, ça peut être dans 10, 20, 30. Donc, je me suis appuyée sur des travaux, là aussi, de collègues avec lesquels je travaille en santé publique, qui ont fait une analyse des conséquences sanitaires des catastrophes de Seveso, 3 Mile Island, Bhopal, Tchernobyl, le World Trade Center et Fukushima. Et en fait, la meilleure qu'on ait, c'est celle qui concerne le World Trade Center parce que, en fait, ils ont constitué un véritable suivi des personnes et ils ont pu commencer depuis quelques années à identifier effectivement les cancers survenant en rapport avec le World Trade Center. Si vous voulez davantage de détails, je pourrais vous en donner. Ils insistent sur l'organisation du suivi des personnes exposées, pas seulement des blessés, sur l'information citoyenne pour une préparation effective aux urgences, et surtout sur l'analyse et les publications des données descriptives au fil du temps. Aussi bien à Tchernobyl qu'à Fukushima qu'au World Trade Center, on a des données qui permettent complètement d'associer des conséquences sanitaires gravissimes à ces catastrophes sanitaires. En conclusion, Lubrizol, c'est une pollution professionnelle et environnementale très grave. Les travailleurs sont les premiers concernés, et pas seulement ceux du site, bien sûr, et les sous-traitants, mais aussi tous ceux qui travaillent 8 heures par jour et ont travaillé 8 heures par jour, même au moment où le nuage passait. Il y a un problème de décontamination. Je ne sais pas par quel bout il faut le prendre, ça faut demander à des techniciens, mais il y a un organisme comme l'INRS a quand même certainement des propositions à faire de ce point de vue-là, et le suivi sanitaire. En conclusion, je voudrais juste évoquer quelques chiffres. L'épidémie de cancer en France, c'est 400 000 nouveaux cas par an. Moins de 0,5% sont reconnus en maladie professionnelle, ce qui est un scandale permanent parce que le travail tue par le cancer. Au niveau européen, parce que des pays font un travail différent, on peut estimer à environ 130 000 décès par an le nombre de décès dus à des cancers professionnels. Le coût, c'est un organisme, c'est l'Institut syndical européen qui a fait faire par des économistes une évaluation, une estimation du coût. C'est entre 270 et 610 milliards d'euros par an, rien que pour les cancers professionnels. Et je dirais que, comme dans la prévention routière, un renforcement nécessaire des sanctions pour infraction et mise en danger de la vie d'autrui serait extrêmement nécessaire par rapport à tous ce qu'on peut appeler ces crimes industriels. Et nous demandons depuis très longtemps, moi ça fait 30 ans que travaillant sur la sous-traitance, je pense que la seule mesure de prévention efficace sera l'interdiction de la sous-traitance sur les sites Seveso et sur les sites nucléaires. Voilà.
Merci beaucoup, madame, pour cette intervention extrêmement intéressante. Je vais donner la parole au rapporteur. Juste une remarque. Vous avez à un moment donné indiqué que les personnels avaient, si j'ai bien compris, eu l'occasion d'alerter à plusieurs reprises sur un certain nombre de difficultés ou de dysfonctionnements. Quand on a rencontré les représentants du personnel, on n'a pas du tout eu cet écho. Et on a eu au contraire des représentants du personnel, y compris des représentants des syndicats, qui nous ont indiqué que l'entreprise était quasi exemplaire et qu'ils étaient en tout cas extrêmement préoccupés du respect des règles en matière de sécurité. Est-ce que vous avez une explication à apporter à cette différence entre votre propos et ce qui nous a été indiqué? Il y a eu plusieurs alertes qui ont été données par des inspecteurs du travail et par des syndicalistes CGT auprès du CROCT sur les conditions dans cette usine, notamment un peu avant d'ailleurs 2013 et entre 2013 et 2018. Et je pense que vous auriez tout avantage à auditionner Gérald Lecor, qui est en même temps inspecteur du travail et représentant syndical en charge du groupe santé-travail de l'Union départementale Normandie, qui a une très grosse expérience comme inspecteur du travail sur les sites de la Normandie. Moi, j'ai travaillé avec lui puisque nous avions fait un rapport que je pourrais d'ailleurs vous transmettre, un rapport sur sous-traitance et connaissance des risques cancérogènes sur les sites de Normandie. Alors, il n'y avait pas Lubrizol, on avait plusieurs autres sites chimiques, mais notamment sur cette question de sous-traitance. Et à cette époque-là, c'était en 2010-2012, je crois, nous avions travaillé avec l'inspection du travail, et en fait, il y avait une très grosse inquiétude parce qu'il y avait des écarts à la sécurité, pour ne pas dire plus, et des infractions, avec des alertes qui ont été signalées au CROCT, et ces alertes n'ont pas été entendues, manifestement. Merci. Madame la rapporteure. Oui, madame, merci pour votre exposé liminaire très intéressant, mais également assez inquiétant. S'agissant du Lubrizol, le préfet a tenu à rassurer la population en écartant le risque de l'amiante en disant « tous les produits ne sont pas dangereux ». Toutefois, on sait que dans les 10 produits présents en plus grande quantité, on découvre des produits, alors je vous ferai grâce, c'est un peu un nom barbare, mais qui peuvent nuire d'une manière grave à la fertilité. Et puis, vous soulignez vous-même la présence de benzène ou d'hydrocarbures potentiellement cancérigènes, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous dites que c'est l'effet cocktail de tous ces produits qui ont brûlé ensemble et qui sont dangereux, ce que nous avons aussi constaté en posant déjà des questions à d'autres intervenants. Je voudrais savoir sur quels éléments vous vous basez pour craindre des conséquences négatives sur la santé des populations. Et puis je voudrais savoir, dans ces entreprises classées Seveso, est-ce que vous considérez qu'elles prennent suffisamment en compte les problématiques sanitaires dans leur plan de prévention, lorsqu'on sait que tout de même depuis 10 ans, il y a eu des réformes législatives dans les installations classées qui semblent avoir allégé les conditions de sécurité? Merci. Madame Thébault-Monti. Alors, pourquoi est-ce que je suis malheureusement convaincue que nous sommes dans une situation où des personnes vont subir dans les années et les décennies qui viennent les conséquences de cette catastrophe. Les effets cocktails, moi j'aime pas beaucoup ce mot-là, je préfère les effets de synergie, parce que la synergie dit beaucoup mieux de quoi il s'agit. La synergie, c'est vous mettez 2 molécules dans un organisme humain, vous avez les conséquences possibles de chacune de ces molécules, mais aussi le fait qu'elles peuvent interagir et provoquer des conséquences complémentaires.
Il y a des travaux de recherche. Alors, je vous renvoie aussi à mes ouvrages parce que, évidemment, je ne peux pas résumer en quelques minutes, mais j'ai 2 ouvrages dans lesquels j'aborde un peu ces questions-là, notamment, le dernier, La science a servi, qui éclaire le fait que tous les travaux qui ont été faits sur les cancers montrent qu'il n'y a pas de neutralisation d'un cancérogène par un autre. On a plutôt une potentialisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la biologie, mais la biologie là-dessus est très très claire sur le fait qu'on a potentialisation des effets. Et donc, quand vous mettez plusieurs cancérogènes ensemble, en plus, les molécules qu'on brûlait. Chaque molécule, il y a un processus particulier qui produit ces molécules, ces produits de dégradation issus de la combustion. Les hydrocarbures polycycliques aromatiques, par exemple, c'est issu de la combustion des hydrocarbures. Et les hydrocarbures polycycliques aromatiques, vous en avez des centaines. Alors, vous avez le plus connu qui est le benzoapyrène, qui est un cancérogène avéré depuis extrêmement longtemps. Vous avez les suies, qui sont en fait également des cancérogènes. Ça remonte à la fin du XVIIIe siècle, la connaissance du lien entre les suies et le cancer chez les ramoneurs. Donc, en fait, il est clair qu'une accumulation de produits, certains sont effectivement toxiques pour la reproduction. Il semble qu'il y ait... Alors, le problème, c'est que la liste qui a été publiée sur le site de la préfecture n'est pas facile, est très difficile à aborder. Des collègues ont essayé d'identifier, par exemple, les numéros du Chemical Abstract Register, qui est le registre des substances chimiques. Et il y a également le numéro de l'ECHA au niveau européen. On arrive à presque 1 millier de molécules différentes. Bon. Et parmi ces molécules, on retrouve effectivement des cancérogènes, des mutagènes, des reprotoxiques, des neurotoxiques. Enfin, le plomb est un neurotoxique, des cancérogènes pour le rein, mais aussi éventuellement des atteintes qui ne sont pas forcément des cancers pour le système cardiovasculaire, pour le rein. Donc, il faudrait évidemment que les institutions fassent un travail beaucoup plus approfondi pour recenser et derrière faire le suivi approprié. Alors, sur la deuxième question, je ne me souviens plus. Brièvement, s'il vous plaît, parce que j'ai quand même pas mal de demandes de parole à gérer. Excusez-moi. Prennent de mesures importantes dans leur plan de prévention, ou pas? Alors, l'étude que nous avions faite en Normandie montrait qu'il y avait, d'une part, sur les plans de prévention, une légèreté, c'est-à-dire les plans de prévention, je pense à une entreprise qui réunissait tous ses sous-traitants, ils en avaient à peu près 500, une fois par an, dans une salle, ils leur distribuaient un CD, soi-disant, de sécurité, et ils faisaient signer chaque entreprise en disant qu'ils avaient été informés. Il y a tout cet écart entre le prescrit et le travail réel. Et là-dessus, bon, je ne vais pas m'étendre, mais si vous voulez, le gros problème qu'on a, c'est qu'on fait beaucoup trop confiance au dossier et pas assez à ce qu'est l'expérience des travailleurs sur le terrain. Merci, Madame Bonnefoy.
Vous avez déjà répondu à un certain nombre de questions. Je voulais intervenir sur la sous-traitance. Une réponse. Je voulais intervenir sur les effets cocktails. Vous avez aussi répondu à ce que vous avez dit était extrêmement fort et puissant. Et je viens, comment dire, en choc frontal face à ce qu'a pu nous dire le PDG de Lubrizol, qui expliquait que tout compte fait, c'était pas plus grave qu'un feu de maison, quoi. Alors que tout ce que vous avez dit montre que il y a d'autres considérations à prendre en compte. Moi, je voudrais simplement vous demander comment vous analysez la défiance des citoyens, parce qu'elle existe, d'une part à l'encontre de la parole publique, et puis ensuite face à la parole de l'entreprise Lubrizol. Merci, Madame Thébault-Moni, le plus synthétiquement possible. Alors, la défiance des citoyens. Les citoyens, je vais prendre la phrase de Jean Rostand. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Et en fait, dans les catastrophes qui se produisent en France, l'obsession des pouvoirs publics de rassurer les aveugle complètement sur cette exigence qui est celle de tous ceux qui savent de dire les choses. Et pourquoi je me suis exprimée comme ça à la radio sur France Culture le lendemain de la catastrophe? Parce que, connaissant déjà un certain nombre des produits qui étaient dans cette usine, je savais que c'était la suite qui allait être terrible. Donc, la perte de confiance, c'est ce message faussement rassurant, parce que ce qui rassure, c'est la réalité des faits et comment on les combat. Mais la vraie question, c'est justement aujourd'hui, comment on peut donner aux citoyens, à un moment donné, la certitude qu'on ne lui raconte pas d'histoire? Absolument. Je suis complètement d'accord avec vous. Non, mais j'espérais non pas que vous acquiesciez à mon propos, mais que vous y répondiez, madame. Parce que voilà, il y a un tel discrédit de la parole publique, et notamment pour les raisons que vous venez d'évoquer, que je partage évidemment totalement, que ce qu'on aimerait pouvoir établir, c'est quasiment un protocole de ce qu'on attend comme information de la part des responsables politiques, qui serait de nature, non pas à rassurer, mais à avoir la certitude qu'on est totalement, complètement et honnêtement informé. Alors, la première mesure qui aurait dû être prise pour Lubrizol et pour d'autres catastrophes, c'est de dire la réalité des faits. Il y a une usine chimique qui brûle. Restez chez vous, fermez vos commerces, ne sortez pas, et on va faire des analyses de ce que ce nuage a transporté. C'est-à-dire que la demi-mesure qui a été prise par rapport à l'agriculture, elle aurait dû être appliquée beaucoup plus tôt et pour toute la ville de Rouen, pour tous ceux qui étaient sous le panache. Et à ce moment-là, et on voit bien là d'ailleurs la différence, alors je vais revenir à un fait qui est souvent revenu dans les médias, Tchernobyl, la différence de gestion entre la France et certains de ses voisins, que ce soit l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, il y a eu immédiatement des précautions qui ont été évoquées. Ne mangez pas vos légumes, le nuage étant passé, les végétaux sont contaminés. Ils n'ont pas caché qu'il y avait de la radioactivité. Alors que nous, le nuage s'étant arrêté à la frontière, il n'y a eu aucune mesure de précaution de prise. Voilà. Merci. Monsieur Martin. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que votre témoignage nous interpelle, enfin, au moins en ce qui me concerne. On est d'un côté entre une démarche consistant à minimaliser de la part du PDG de Lubrizol, pour reprendre l'expression d'un feu d'habitation comparable à ce que nous avons connu à Lubrizol. Je dis nous parce que je suis rouennais et que j'étais présent le jour même. Et puis votre témoignage qui nous parle de crimes industriels, pour reprendre votre expression, de Fukushima, World Trade Center, Tchernobyl, AZF, sans vouloir minimiser, mais on est d'un côté sur des catastrophes qui ont entraîné des morts par centaines, voire par milliers. Dire aujourd'hui,
à ce stade-là qu'il n'y a pas eu de mort, pas eu de blessés, à court terme, j'entends, et vous nous invitez bien sûr, et on en a tout à fait conscience à ce que cette démarche s'inscrive dans la durée, mais entre cette comparaison de catastrophe exceptionnelle et de Lubrizol, qui est un incendie majeur, hein, ça m'interpelle, je vous le dis très sincèrement. Vous parlez de la sous-traitance, et je vous rejoins, parce que l'analyse de bon nombre d'incendies majeurs ont eu pour origine des questions de sous-traitance. Ma question, est-ce que vous avez des informations qui consisteraient à affirmer que l'incendie de Lubrizol aurait eu pour origine des dysfonctionnements, notamment dus au recours à la sous-traitance? Moi, c'est une question que j'ai posée aux salariés de Lubrizol, et les salariés de Lubrizol nous ont dit que, à leur connaissance, il n'y avait pas de lien direct avec la sous-traitance, et deux, ils ne s'expliquaient pas la violence de cet incendie, eux-mêmes étant formés à la culture du risque, et voilà. Donc voilà. Merci, M. Martin. Je vais juste vous citer cette enquête qui a été faite en Normandie et que cite l'article du Monde. Les salariés de la sous-traitance ont été soumis à des tests de connaissances. Les résultats font froid dans le dos. 98% ne connaissent pas les principes généraux de prévention. 92% ne savent pas ce qu'est le document unique. 99% ignorent la liste des travaux dangereux, sont incapables de dire ce que contient une fiche de données de sécurité. 75% des salariés sous-traitants ne savent pas ce qu'est la zone ATEX, c'est-à-dire une zone à risque d'explosion. Et quant au personnel travaillant avec un permis de feu, 92% n'ont pas été formés au maniement d'un extincteur. Ce qui est surprenant quand même, madame, c'est que quand vous allez sur le site de France Chimie, on vous indique qu'il y a des systèmes d'habilitation des entreprises sous-traitantes. Alors, est-ce que c'est une publicité mensongère? Alors, je vais venir sur Mais je pense que M. Martin... Juste, Monsieur le Président, excusez-moi. Moi, je partage l'analyse globale, le constat global de la sous-traitance. Moi, ma question, elle s'adresse à Lubrizol et de la relation entre la sous-traitance de Lubrizol et les conséquences de l'incendie de Lubrizol. C'est sur ce dossier-là, moi, écoutez, de ce que je sais, c'est qu'une partie du stockage des produits chimiques de Lubrizol était sur le site d'un de ses sous-traitants, c'est-à-dire Normandie Logistique. Normandie Logistique n'avait probablement absolument pas formé ses salariés à ce type de stockage, n'était pas non plus probablement alerté comme il aurait fallu qu'il le soit, sur ce qu'allait se passer, même si le départ de feu n'est pas de chez eux par rapport à un feu comme celui-là. Par ailleurs, on sait que les pompiers qui sont intervenus, il n'y avait pas les équipements nécessaires sur le site de Lubrizol. Donc, comment les sous-traitants... Moi, je n'ai pas eu de contact avec les sous-traitants de Lubrizol. Ce que je connais comme information, c'est ce qui a été mis un peu dans l'espace public. Enfin, excusez-moi de vous interrompre, mais ce que vous dites sur les sous-traitants de Lubrizol, à ma connaissance, n'est pas avéré. Il faut probablement une analyse beaucoup plus fine. C'est ce qui s'est passé pour AZF. À AZF, il a fallu une analyse très fine du travail réel. Et c'est à ça que je voulais venir. Parce que les documents qui sont faits, les fameux documents d'assurance qualité et de certification, je vais peut-être être brutal, mais c'est un chèque en blanc, c'est-à-dire que c'est un ensemble de prescriptions. Pour avoir, moi, travaillé pendant plus de 10 ans sur les conditions de travail des salariés de la sous-traitance intervenant en maintenance des centrales nucléaires. Le nombre de fois où ils m'ont expliqué comment les prescriptions qui leur étaient faites étaient inapplicables dans le travail qu'on leur demandait de faire. Et il y avait donc une contradiction entre ce qui figurait sur la gamme d'intervention et puis le fait qu'ils se trouvaient face à un robinet, une vanne, un tuyau, un dispositif électrique sur lequel il y avait une réparation à faire. Et à ce moment-là, il y avait des choix à faire
qui était extrêmement difficile pour eux. Parce que soit ils arrêtaient tout en disant on ne pourra pas assurer les prescriptions, soit on fait le boulot, mais en temps dans le dos. Et moi, je peux vous raconter l'histoire d'un changement de tige de vanne où la tige n'existait pas dans le magasin de la centrale. Il y en avait une autre qui était un peu similaire, mais qui n'était pas aux mêmes spécifications. Ça a duré quelques heures. Et au bout de quelques heures, l'agent EDF chargé de la sous-traitance, qui avait le planning derrière, a dit tant pis, on met la vanne et puis on tend le dos. Et donc le système d'habilitation qui existerait en matière de chimie, c'est une publicité mensongère du site France Chimie? C'est pas franchement mensonger, c'est toute cette différence entre le prescrit et le réel. Et comme c'est pas basé sur le réel, on arrive à des situations où le réel, la réalité nous rattrape toujours. Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. C'est très dense ce que vous nous avez dit. Alors, il y a peut-être des choses sur lesquelles je voudrais revenir parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Par exemple, vous dites que les prescriptions, que le Code de l'environnement, fait disparaître, je crois que c'est le terme que vous avez utilisé, certaines dispositions même du Code du travail. Est-ce que vous pourriez préciser ou nous aiguiller sur un certain nombre d'exemples dans ce sens-là? Pensez-vous, je pense que vous l'avez plus ou moins dit, mais je voudrais que vous soyez plus affirmative, que dans le cas de Lubrizol, il faudrait concrètement tenir un registre de suivi des progressions des cancers? Et vous avez évoqué ce qui se fait autour du World Trade Center. Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer? Troisième et avant-dernière question, Président. Avez-vous connaissance des protocoles mis en place par Santé publique France? Et quel regard avez-vous sur ce qu'ils proposent en termes de suivi biologique, santé, etc. Et enfin, dernière question. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les alertes qui auraient été données à la fois par des inspecteurs du travail et des syndicats, notamment au comité régional sur l'organisation des conditions de travail? Merci Madame Brulin. Madame Thébault-Moni. Alors, le Code de l'environnement, en fait, la loi Bachelot et les sites Céveso ont cette particularité quand même. Attendez, je vais essayer de revenir à d'être dans cette ambivalence entre des contraintes économiques, les conditions économiquement acceptables. On sait que, alors c'est à géométrie très variable, mais elles vont toujours dans le même sens, de dire qu'il y a trop de contraintes. Et en fait, dans le trop de contraintes, on a vu, alors très concrètement pour Lubrizol, ce que ça voulait dire, c'est que le préfet a pu donner une autorisation administrative d'augmenter la capacité de production, enfin de stockage de production de produits chimiques sur le site, et de produits chimiques dangereux. Alors on ne sait pas lesquels sont arrivés après, mais je dirais peu importe. Les lubrifiants sont quand même des produits extrêmement toxiques, et les additifs aux lubrifiants, je pense qu'on est encore un cran au-dessus. Donc on est dans des conditions où la simplification administrative, donc, qui est intervenue dans le Code de l'environnement, a rendu encore plus prégnante l'exigence économique, et que pratiquement, quand vous reprenez les prescriptions du Code du travail, qui demandent d'abord une évaluation des risques complète, or il n'y a pas de transparence, puisque on a au jour d'aujourd'hui pas la liste précise, complète, et cette liste n'était pas accessible au grand public. Il y a un secret industriel qui vient interférer avec ça, qui, enfin, de mon point de vue, ne devrait pas être. À partir du moment où on est avec des substances aussi dangereuses,
il devrait y avoir une transparence totale. Donc le Code du travail, il est sur la transparence, l'évaluation des risques, sur la mise à disposition de cette évaluation des risques aux inspecteurs du travail, aux délégués du personnel, etc. Bon. Et le leitmotiv, depuis la directive cancérogène de 1991, on est sur le fait qu'il faut à tout prix éliminer, donc substituer, quand on ne peut pas substituer, avoir des systèmes clos, mais éliminer les CMR de l'espace de travail. Donc, d'un côté, le Code du travail dit il faut éliminer, il faut restreindre, et en attendant qu'on ait tout éliminé, il faut des précautions extrêmes, et on a de l'autre le Code de l'environnement qui se passe d'évaluation environnementale pour permettre une autorisation simple, administrative. Donc là, on voit bien la contradiction entre les deux. Alors, le registre de cancer, en fait, c'est compte tenu de ce qui s'est passé. Là, je reprendrai effectivement. Alors, la comparaison avec le World Trade Center ou les autres catastrophes, c'est pas la comparaison terme à terme des catastrophes, c'est la gestion qui a été faite d'un point de vue sanitaire après ces catastrophes, et notamment celle du World Trade Center. Parce que celle du World Trade Center, il y avait la possibilité de dire bon, les morts sont morts, maintenant on va s'occuper des vivants, mais ils ont eu, et ça, c'est des collègues que je connais, ils ont eu cette préoccupation, compte tenu de ce qu'on savait sur l'amiante, sur le plomb, sur la chimie, de dire la catastrophe, elle est à venir. Elle n'est pas seulement maintenant, elle est à venir. À Tchernobyl, il y a des équipes qui ont fait la même chose. À Fukushima, il y a des équipes qui tentent de faire la même chose, malgré beaucoup de bâtons dans les roues. En fait, il faut établir un suivi, en commençant par les pompiers, les intervenants, tous ceux qui ont été sous le panache, les riverains, les enfants, les femmes enceintes, et qu'il y ait un suivi adapté en fonction. C'est pour ça qu'il faut avoir une évaluation des risques digne de ce nom, de ce qu'il y a et de ce qu'il y a eu dans ce panache. L'évaluation des risques est préalable à la décontamination. L'évaluation des risques, pour moi, c'est une cartographie, dans l'histoire de Rouen, c'est une cartographie sur l'ensemble du panache. Alors, je ne connais pas le protocole de Santé publique France. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir donner mon avis. On le leur demandera. Et pas seulement moi, mais on est un certain nombre de professionnels de la santé publique et de la santé au travail, et on aimerait bien pouvoir le faire. Vous avez très clairement dit que l'essentiel des conséquences était à venir. Comment, dans ces conditions, on peut évaluer le préjudice subi et l'indemniser ? Bonne question. Je vous remercie. C'est le deuxième bon point que vous me décernez. Je suis très sensible. Alors, je vais faire le lien avec ce que je viens de dire. Dans ce suivi, le suivi, c'est un suivi à partir de l'exposition, et pas seulement des gens qui auraient été blessés. Bon. Le suivi, donc, si on prend un suivi amiante, c'est un suivi respiratoire. Si on prend, mais pas seulement, mais essentiellement respiratoire. Mais le suivi respiratoire, c'est pas seulement un scanner une fois et renouvelé 5 fois. C'est examiner la fonction respiratoire, c'est enregistrer la fragilité respiratoire, et c'est effectivement, au fil du temps, faire en sorte que les différents problèmes qui apparaissent, et c'est ce qui a été fait très bien par l'hôpital Mount Sinai à New York pour les sinistrés du World Trade Center. C'est-à-dire qu'ils ont tout enregistré au fur et à mesure. Et là, on n'est pas en train seulement... Alors,
une des choses qu'il ne faut pas Ça faire... ne répond pas à ma question, qui est de savoir comment on évalue le préjudice et comment... Alors, attendez, ce qui je vais est venir au nécessaire, préjudice. ce qui est nécessaire pour demander à Lubrizol Alors, de le réparer. Il y a aussi le préjudice d'anxiété. Bon, la Cour de cassation a rendu un arrêt extrêmement important sur le fait que toute personne, tout travailleur qui a été exposé à une substance chimique et qui peut en apporter la preuve est légitime à demander le préjudice d'anxiété. Donc il y a déjà ce préjudice-là qui serait tout à fait légitime et pas seulement pour les travailleurs. Mais ensuite, vous avez au fil du temps, et c'est là où les protocoles de santé publique sont extrêmement importants, il ne s'agit pas de reprouver que toutes ces substances dont on connaît la toxicité donnent le cancer, donnent des malformations, etc. Il faut que, en fonction du type de polluants et d'atteinte, puisse être déterminé quelles sont les atteintes précoces, non cancéreuses, qui peuvent survenir, par exemple, des atteintes de la formule sanguine quand les gens sont exposés au benzène. Il y a des atteintes. Il faut que ces atteintes prennent en compte deux choses. Une éventuelle limitation, enfin incapacité temporaire ou permanente, mais aussi anticiper sur le fait que, à partir du moment où on a été exposé au benzène, où on a une atteinte, une altération de la formule sanguine, le risque de cancer est augmenté. Et là, il faut demander à ceux qui font les barèmes d'invalidité de travailler un peu, mais il est clair que c'est un travail qui devrait être spécifique pour que... Alors, il y a après toutes les indemnisations économiques. Nous avons aujourd'hui prévu donc une séquence sur les aspects toxicologie et nous avions invité donc trois experts du sujet. Monsieur Picot qui devrait nous rejoindre dans quelques instants si j'ai bien compris. Vous-même, Monsieur Lagadec, qui est directeur de recherche honoraire à l'école polytechnique, et Monsieur Narbonne, qui est professeur honoraire de toxicologie, mais dont nous avons appris hier soir qu'il avait eu un problème de santé qui ne lui permet pas d'être là aujourd'hui. Il nous a adressé quelques éléments écrits, on lui demandera peut-être de les compléter. Nous voulions aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, aller plus avant sur un certain nombre d'aspects, notamment sur les questions de toxicologie, avec deux points qui concernent la gestion des risques. Il y a eu, comme vous le savez tous, une grande inquiétude de la population à la suite de cette catastrophe, inquiétude qui n'est d'ailleurs pas qui n'a pas totalement disparu, loin s'en faut, et qui a été renforcée par la persistance d'odeurs d'hydrocarbures pendant plusieurs semaines, et également par des déclarations des pouvoirs publics qui n'ont pas été toujours très rassurantes, ni même compréhensibles. Quand le ministre de l'Intérieur a évoqué le fait qu'il n'existait pas de toxicité aiguë, ça a conduit évidemment les populations à s'interroger sur cette notion de toxicité aiguë. Vous nous direz ce qu'il faut en penser. Et s'il n'y a pas de toxicité aiguë, y a-t-il néanmoins toxicité, et quel type de toxicité? Se sont posés et se posent encore aujourd'hui la question des substances nées de la combustion, ce qu'on appelle les effets cocktails, sur lesquels on n'a pas encore tous les éléments que l'on souhaiterait quant à la réalité et l'impact de ces effets. Lorsque nous avons auditionné en décembre les responsables de Lubrizol, ils nous ont affirmé que tout risque lié à la présence d'amiante était écarté. Est-ce qu'on peut considérer que ces affirmations sont totalement fiables? Et qu'en est-il d'autres produits qui seraient susceptibles d'avoir une incidence grave en termes de santé? L'autre sujet que nous aimerions évoquer ce matin, c'est aussi la question de la gestion de crise et de son pilotage. Vous avez, M. Lagadec,
écrit un article sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Et nous aimerions aussi que vous puissiez nous indiquer les enseignements que l'on peut tirer de cet incendie en termes de gestion de crise, que vous puissiez nous indiquer si, selon vous, il y a vraiment eu défaillance de l'État en la matière et quelles mesures vous préconisez pour améliorer la situation dans des cas semblables. Voilà donc ce que je voulais indiquer avant de vous donner la parole et naturellement de vous demander de prêter serment puisque vous êtes devant une commission d'enquête et que je me dois de vous rappeler que sont punis de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende toute déclaration mensongère devant une commission d'enquête. Donc, Monsieur Lagadec, je vous demande de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous remercie. Je vous laisse la parole, grand maximum 10 minutes. Bien, alors, tout d'abord, je laisserai à André Picot le soin de répondre à vos questions de toxicologie. Je ne suis pas expert en toxicologie. Mon travail, ça a été de réfléchir à la maîtrise des risques aujourd'hui et au pilotage des crises. Et ce que j'avais pensé faire, puisque je vous ai envoyé différents textes, c'est peut-être me centrer sur les convictions. Une fois que j'ai refermé tous les dossiers, quelles sont mes convictions à partager avec vous ce matin avec 2 lignes de conviction. La première, c'est sur la maîtrise des risques et la seconde, vous l'avez bien dit, sur le pilotage des crises, dans lequel Rouen-Lubrizol me semble plus un révélateur qu'un accident. Première conviction, la maîtrise des risques industriels peut nous échapper et il faut la reprendre. Et je vois 2 lignes à considérer. La première, c'est l'urgence d'une approche des systèmes à risque et non plus installation par installation. Dire que le sinistre est venu de l'autre côté de la clôture traduit, à mon sens, une défaillance stratégique de l'examen des risques. Cet enjeu est connu depuis les années 70. Le deuxième risque, c'est un risque de décrochage dans la prévention. Il faut s'interroger aujourd'hui sur la perte possible de rigueur, d'exigence, de compétences dans la gestion, le pilotage et le contrôle de nos risques. Nous sommes à l'ère du Boeing 737 MAX, du Dieselgate et autres falsifications comme l'ASN l'avait déploré en 2017, même dans le domaine nucléaire, et d'une perte de statut, de moyens des autorités de contrôle qui doivent être, pour être efficaces, fortes, indépendantes et respectées. Le tragique serait que nous n'ayons plus ni les moyens, ni la volonté, ni l'espace d'une politique de très haut niveau d'exigence en matière de risque de prévention. À nous de relever le défi pour que la catastrophe ne devienne pas normale. Je revois aux travaux plus théoriques que je vous ai signalés dans le texte plus long. La seconde conviction, c'est sur nos pilotages de crise. Je pense qu'ils sont dépassés et à réinventer. Certes, les pompiers, les sapeurs-pompiers et le personnel du Lubrizol ont permis d'éviter une hécatombe, mais il faut aller bien plus profond. Et je vais prendre quelques dimensions. D'abord, les moyens d'alerte, ils sont d'un autre âge. Et beaucoup l'ont déjà dit. C'est la question des limites des sirènes, qui restent utiles dans certaines conditions, et du passage au cell broadcast, qui semble poser des problèmes insurmontables en France, et avec, bien sûr, l'intégration des réseaux sociaux. Mais il ne faudrait surtout pas rester bloqué sur la technologie spécifique cell broadcast. Il nous faut du multicanal. Et bien plus encore, c'est la capacité culturelle à donner de l'information, même si on n'a pas les éléments, même si on ne peut pas, comme on dit, rassurer. Et l'appropriation par le citoyen de ces systèmes, autrement, ils tomberont dans le vide. Cela semble pour le moment hors de notre univers culturel, et il serait utile de méditer l'exemple belge qui a une génération d'avance sur nous. Sauf nouvelle donne décisive, on s'expose à des drames, et on laissera à Google ou à d'autres toute latitude pour prendre en charge les alertes et éventuellement les manipuler à leur aise. Ça, c'était pour le moyen d'alerte. Le deuxième, c'est la vision de notre pilotage de crise, qui également est décalée. On en reste à l'idée d'une pyramide hiérarchique détentrice de l'expertise officielle, alpha et oméga de la communication, sous l'emprise de la crainte, de la panique, de populations affolées. Or, nous sommes désormais dans des sociétés complexes où l'information est distribuée, les dynamiques de connexion foisonnantes, l'hypervigilance poussée à l'extrême, la confiance perdue. Donc je dis que l'ère des donjons est passée. Troisièmement, une santé publique encore embryonnaire dans l'univers des crises. Ce n'est pas l'image pathétique du feu d'habitation qui pourra convaincre
que l'on est en phase avec les défis actuels, incertitude sur les rejets, sur les cocktails de combustion, les analyses complexes, les interprétations délicates, des suivis à long terme, quand on ne dispose pas de point zéro. En dépit de tout cela, et alors même que l'on commençait à mobiliser de gros moyens d'expertise, on a mis l'accent sur l'absence de risque. Le processus était bien mal engagé, mais les raisons en sont non pas circonstancielles, mais structurelles. Quatrièmement, un déficit d'aide à la décision. La première victime des situations de crise est la capacité de prise de recul, qui doit venir en complément immédiat du traitement des hémorragies. J'ai proposé la démarche de force de réflexion rapide pour aider à cette nécessaire prise de recul. Il aurait fallu en pareille compétence pour venir instantanément en appui au préfet. Cela n'existe pas, même au niveau de la CIC nationale, Rouen n'était pas AZF. Quatrièmement, une nouvelle préparation de l'expertise. Il existe aussi un problème de préparation de l'expertise à opérer en univers largement inconnu. Avec cette exigence que rappelait Dominique Dormont, chef de file du groupe des experts sur le dossier de la vache folle, le premier message à faire passer doit concerner les limites des connaissances à disposition. Et la première exigence pour le décideur est d'interroger l'expert sur les limites de son expertise. Cinquièmement, un problème de préparation des dirigeants. La question n'est plus seulement de coordonner des acteurs au sein d'un COD, ni même de communiquer avec la télévision régionale. Il s'agit d'avoir l'aptitude à naviguer dans des univers de très haute turbulence, en mutation permanente, sur fond d'expertise en grande difficulté, d'un univers médiatique pulvérulent, de crédibilité sociale en chute libre et de contrat social déchiré. Sous la direction du préfet Christian Frémont, nous avions pu mettre en place pour les préfets, autour des années 2000, des séminaires sur ces questions abyssales. L'initiative fut abandonnée dès sa nomination comme préfet de zone à Bordeaux. Quand il fut ensuite nommé directeur de cabinet à la présidence de la République, il me dit que maintenant, il allait être possible de passer à la vitesse supérieure sur ces sujets hors cadre. Quand il quitta ses fonctions, il me confia que malheureusement, cela n'avait pas été possible. Sixièmement, et le dernier point, un travail repensé avec le citoyen. Non plus, on va vous expliquer, on vous dira ce qu'il faut faire, mais on va travailler avec vous sur les questions que vous vous posez à partir des ressources qui sont les vôtres et les nôtres. Cela change radicalement l'approche de l'information et des exercices. Il est nécessaire d'opérer désormais avec cette nouvelle donne. Il serait dangereux de se dire qu'on n'a plus le choix, qu'il faut avancer à l'aveugle sur une terre brûlée en matière de confiance. En conclusion, pour ce qui concerne la maîtrise des risques, je retiendrai l'avertissement de la commission d'enquête sur l'accident de Smile Island aux États-Unis en 1979. Nous sommes convaincus que si les exploitants et les autorités de sûreté n'entreprennent pas de transformation, ils finiront par détruire totalement la confiance du public. Ce seront bien eux les responsables de l'élimination, dans ce cas-là c'était de l'énergie nucléaire, comme source viable d'énergie. Et pour ce qui concerne le pilotage des crises, il nous faut faire un bond décisif pour dépasser le constat de la commission d'enquête de la Chambre de représentants des États-Unis sur la déroute de Katrina. Mais pourquoi avons-nous toujours une guerre de retard? Il importe désormais de penser, de naviguer et de nous préparer différemment. Comme l'a souligné l'administrateur de la sécurité civile américaine peu après l'ouragan Sandy, nous devons fracturer nos univers mentaux. Je vous remercie et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci, M. Lagadec. Je vais donner dans quelques instants la parole à M. Picot qui nous a rejoint. Les rapporteurs vous interrogeront ensuite, mais quand je vous entends, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on n'est pas encore dans des propositions concrètes et opérationnelles. Quand on dit qu'il faut améliorer la sensibilisation des populations, on en est tous convaincus. La question, c'est comment on fait. Et je pense que, et j'espère, que les rapporteurs vous interrogeront là-dessus. Et si jamais ils ne le faisaient pas, je serais obligé de le faire moi-même. Parce que, voilà, je crois qu'il faut, si vous voulez, le but d'une commission d'enquête, c'est qu'on puisse après avoir des propositions très, très concrètes. Monsieur Picot, donc, je vais vous demander de prêter serment, puisque vous êtes devant une commission d'enquête. Je rappelais tout à l'heure que toute déclaration mensongère devant une commission d'enquête est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Donc, je vais vous demander de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ».
Voilà, nous aimerions, je le disais avant que vous n'arriviez, vous entendre sur les aspects toxicologiques des événements de Rouen. Je rappelais les déclarations du ministre de l'Intérieur qui avait parlé de toxicité aiguë, ce qui est une expression qui a beaucoup interpellé. Vous nous direz ce qu'il faut en penser. Vous nous direz surtout ce qu'il faut penser des dangers en termes de toxicité de la catastrophe de Lubrizol. Et j'évoquais aussi tout à l'heure le fait que les responsables de Lubrizol, ici même, avaient indiqué que tout risque lié à l'amiante avait été écarté. Nous aimerions aussi avoir votre avis sur le sujet et avoir votre avis sur le fait que d'autres produits susceptibles d'avoir une incidence grave en termes de santé à long terme pourraient être avérés. Voilà. Je vous donne tout de suite la parole pour que vous puissiez nous éclairer sur ces aspects toxicité. Et comme pour Monsieur Lagadec, je vous demanderai de vous limiter à 10 minutes maximum pour que les rapporteurs et les membres de la commission puissent vous interroger ensuite. Je mets mon chrono. Merci pour votre invitation. Je m'excuse d'être arrivé un peu en retard. Le taxi, c'est un peu aléatoire, surtout quand on vient du Sud. Là, il y a toujours des problèmes. Donc, je suis André Picot. Je suis chimiste de formation. Je suis chimiste de formation. Je suis un peu un chimiste qui a mal tourné parce que j'ai fait des études au Conservatoire des Arts et Métiers. J'ai un double diplôme d'ingénieur chimiste et biochimiste. Et je me suis mis d'emblée à faire de l'interdisciplinaire à une époque où c'était pas du tout à la mode. Et suite, en fait, ayant commencé ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, dans un groupe français qui s'appelait le groupe Roussel-Uclaf, et où on était spécialisé dans les hormones stéroïdes, c'est-à-dire celles qui sont les hormones sexuelles, entre autres, ou corticales. Et donc, j'ai beaucoup travaillé en tant que chimiste de synthèse, à la synthèse donc de ce qui devait être la pilule contraceptive. Après, je suis venu devant l'échec parce que cette pilule était extraordinaire du point de vue contraceptif, mais malheureusement toxique pour le foie. Donc la pilule a été pour nous très amère. Et donc j'ai quitté Roussel pour venir au CNRS, où là j'ai peu à peu évolué vers la prévention des risques chimiques, ce qui m'amène ici du reste, parce que la façon dont on travaillait dans l'industrie, au moins dans l'industrie pharmaceutique à l'époque, eh bien, n'avait rien à voir avec ce qui se passait à l'université et puis au CNRS, à l'INSERM ou à l'INRA. Et donc, j'ai pris un peu mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre mes collègues, surtout les chimistes, s'ils voulaient quand même passer une retraite plus paisible, il valait mieux quand même qu'ils améliorent leur façon de travailler avec les produits chimiques. Et c'était aussi vrai pour les biologistes, un peu moins pour les physiciens. Donc voilà un peu pour vous situer ce qui fait que de chimiste, je suis devenu... Et avec mes collègues, avant de quitter Roussel, on avait créé ce Je vais vous demander quand même d'aborder le cœur de oui. l'audition, parce qu'on a un temps qui est très contraint. Oui, d'accord. Donc si vous pouviez en venir aux questions que j'ai évoquées. Tout ça pour vous dire que comment, avec mes collègues, on a créé le terme de toxicochimie, et que en fait, c'est cette réflexion, c'est-à-dire lorsqu'on a des produits chimiques et que ces produits chimiques ont une structure donnée, surtout dans l'espace, bien entendu, eh bien, on est amené à se poser des questions et même à faire un peu de prédiction de ce qu'on appelle les relations structure-activité. Et dans le cas de Lubrizol, dès 2013, notre association a été interpellée parce que... Et c'est là, vraiment, je pense, un des gros problèmes de ce qui s'est passé avec Lubrizol, c'est que la communication, tant venant du reste de l'entreprise elle-même que donc des pouvoirs publics, était biaisée. Parce qu'ils ont raconté que ces produits
et ça c'était pas faux, était un mercaptan. Et donc, un mercaptan, bon, d'abord, ça ne dit pas grand-chose. En fait, bon, c'est un produit soufré, organique, mais surtout, c'est une famille. Comme il y a des alcools, les acides, toutes les... Or, dans cette famille des mercaptans, c'est un des modèles justement de ce qu'on appelle les relations structure-activité, c'est-à-dire que lorsque vous avez, parce que ce sont des produits qui dérivent d'un produit minéral extrêmement toxique, qui s'appelle donc l'hydrogène sulfuré, et cet hydrogène sulfuré se combine avec des composés carbonés, hein, ça fait ce qu'on appelle les organosoufrés, et lorsque vous avez de l'hydrogène sulfuré, c'est un des molécules les plus toxiques que l'on connaît, beaucoup plus toxique du reste que le monoxyde de carbone, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Eh bien, si vous mettez un atome de carbone, vous êtes encore très près de la toxicité de ce produit qu'on appelle l'H2S, qui sont très très mauvais. C'est une famille qui sont très très mauvais. Et mais après, plus vous augmentez le nombre de carbone, eh bien, plus les molécules sont peu toxiques. Et c'est là qu'on a vu que vraiment il y avait un gros problème. C'est qu'ils ont laissé courir le bruit amené par les médias que c'était du méthylmercaptan, c'est-à-dire avec un atome de carbone, donc une molécule extrêmement toxique, alors qu'ils savaient d'emblée, aussi bien des deux côtés, hein, du ministère que de l'entreprise, que en fait il y avait 3 carbones et que cette molécule qui s'appelait l'isopropylmercaptan était très peu toxique. Et c'est là que l'on voit et ça a duré pendant 2 mois. Pendant 2 mois, on a laissé l'incertitude alors que tout le monde savait. Et ça, c'est quand même un très gros problème, à mon sens, et qu'on retrouve avec l'accident dont on doit parler de 2019. Parce que en 2019, c'est pareil, première dépêche du préfet, ce qui a brûlé, le stock qui a brûlé de produits chimiques est un mélange, tout au moins un certain nombre de produits, des hydrocarbures. Alors bon, ce sont effectivement des solvants, des carburants, etc. Donc des molécules en général pas très toxiques. Et puis des huiles. Mais le terme huile, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de l'huile alimentaire? Est-ce que c'est des huiles industrielles? Et là, on recommence exactement le même processus que la première fois. On reste dans le flou. On ne dit pas que ce sont des huiles industrielles dont la toxicité peut être extrêmement variable, alors qu'on sait que bon, les huiles purement alimentaires ne sont pas en général très dangereuses. Donc vous voyez, c'est le point fondamental, à mon sens, qui fait que on a perdu la confiance de la population. Alors elle s'est fait berner une première fois à Rouen, la deuxième fois, ça passe plus. Et donc ça, à mon sens, c'est quelque chose... Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut penser de la toxicité de cet incendie sur les populations? Alors c'est très difficile à dire. En toxicité aiguë, puisque vous m'avez posé la question de la toxicité aiguë, à mon sens, hein, mais ceux qui ont été vraiment le plus exposés et qui peuvent sûrement se poser à long terme le plus de problèmes, ce sont les pompiers. Pas les pompiers qui étaient directement au feu, parce que ceux-là, ils ont une combinaison étanche et donc ils ne respirent pas ces vapeurs. Mais on va dire le deuxième rang, si on parle de soldats du feu, le deuxième rang de pompiers avait ce qu'on appelle des masques à papier. Alors bon, ils ne sont pas en papier, bien entendu, c'est un terme qu'ils utilisent, qui sont des masques qui sont très bien adaptés normalement pour les poussières, sauf que il y a malgré tout, si vous voulez, une zone où ils sont peu efficaces, ou moins efficaces, on va dire.
Et cette zone, il se trouve que c'est donc quand on parle de nanomètres, hein, donc on est dans le milliardième là, entre 300 et 100 nanomètres, c'est-à-dire qu'on commence le domaine des nanoparticules. Et il se trouve que cet entrepôt énorme avait un toit en fibrociment. Or, vous savez que le fibrociment est à base d'amiante, qu'il y avait des bouteilles sûrement de gaz comprimé qui ont explosé, qui ont, comme des fusées, ont pulvérisé complètement ce toit immense et l'ont dispersé. On a retrouvé à 2 km des morceaux d'amiante. Mais surtout, ce qui était très embêtant, c'est qu'il est retombé une genre de pluie de poussière d'amiante. Donc vous ne partagez pas les propos des responsables de Lubrizol qui disent que tous les risques liés à la présence d'amiante sont éliminés. C'est leur parole. Je demande un avis sur leur. Mais écoutez, un avis scientifique sur leur parole. Tout le monde connaît la toxicité de l'amiante à long terme. Hein. On ne parle pas là de toxicité aiguë. En toxicité aiguë, il est évident que l'amiante est surtout un irritant, hein, sans plus, un irritant pulmonaire, tout moins des voies pulmonaires aériennes et profondes. Si maintenant on parle d'effets à long terme, il y a plusieurs enquêtes épidémiologiques qui ont été faites en particulier aux États-Unis, en Californie, chez les pompiers, qui montrent que c'est une profession à haut risque au niveau des effets à long terme de l'amiante. C'est-à-dire qu'une des propriétés de l'amiante, qui est assez spécifique de l'amiante, c'est de déclencher des cancers de l'enveloppe des poumons, qui s'appelle la plèvre, et donc de faire ce qu'on appelle des mésothéliomes. Ces mésothéliomes, les chances de survie sont très faibles en général. Or, cette profession de pompier est donc une des professions qui est menacée par l'amiante. Et donc là, on s'est trouvé dans les conditions d'une intoxication où ces pompiers avaient des masques qui, en fait, ne couvraient pas toute la zone qui aurait dû d'être... alors c'est très difficile, hein, c'est un domaine extrêmement difficile, je ne suis pas compétent dans ce domaine, mais il est évident que d'après ce qu'on dit après, en particulier la presse rouennaise, que ces pompiers eh bien, ont eu du mal à récupérer. Et c'est là que aussi on voit par exemple que notre ministère de la Santé n'était pas très au fait hein, de ce problème, puisque devant la pression un petit peu des médias, Madame Buzyn a demandé des analyses. Et qu'est-ce qu'elle a demandé comme analyse de ces pompiers? Des analyses de sang, de l'état du foie des pompiers. Or, tout le monde sait très bien que l'amiante n'a aucun impact sur le foie et qu'ils auraient mieux fait de vérifier un petit peu l'état de leur tractus pulmonaire. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée. Bien, on va arrêter à ce stade. Je vais donner la parole au rapporteur et aux membres de la commission qui piaffent d'aller plus avant dans les questions. Madame Bonfanti-Dossat. Oui. Messieurs, merci pour vos exposés. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Lagadec. Vous avez dit « La France a toujours une guerre de retard ». Et vous avez écrit dans un article très intéressant « Nous allons devoir compter sur des femmes et des hommes d'État à mesure de répondre présents dans l'urgence extrême, d'ouvrir des chemins inédits. Pour l'heure, ces exigences sont largement perçues comme de nature extraterrestre. Ce qui m'amène à vous demander si vous avez des exemples de communication réussie autour d'un incident industriel comparable à celui de Rouen. Et d'après vous, quelles sont les bonnes pratiques européennes et étrangères dont la France devrait s'inspirer? Et puis ma deuxième question s'adresse à M. Picot. Alors, pour que je comprenne bien, et je vais synthétiser, d'après vous, finalement, l'effet cocktail, il n'y en a pas. Le plus important serait les problèmes liés à l'amiante et les personnes qui sont en danger. Finalement, ce n'est pas tant la population avec des effets de cocktail à long terme, c'est uniquement les pompiers. C'est bien ça? Non, pas tout à fait.
Pas tout à fait. C'est pour ça que j'aimerais que vous développiez un peu. Non, j'ai dit que la population qui a été menacée immédiatement, c'était les pompiers, immédiatement, au moment où ils sont intervenus. Après, le problème, par exemple, des produits de combustion, qui étaient essentiellement des suies, où là, on peut se poser des questions, c'est un problème totalement différent. Et là, à mon sens, hein, c'est une opinion personnelle, à l'heure actuelle, on est incapable de savoir exactement les retombées que ça peut avoir sur la population. On n'a aucun élément à l'heure actuelle qui puisse nous faire dire il peut y avoir des effets à long terme ou il peut ne pas y en avoir. Il est évident, par exemple, que parmi la population, des populations à risque, par exemple, comme les asthmatiques, c'est évident que ça ne les a pas arrangés. Ça, c'est sûr. Hein. Après, bon, les femmes enceintes, les jeunes enfants, effectivement, c'est des populations qui sont sûrement beaucoup plus fragiles. Vous voyez, donc, il faut bien dissocier ce qui était immédiat, et là encore, c'est une opinion personnelle, ce sont les pompiers qui ont été les plus exposés, mais aussi après la police, le personnel sanitaire, hein, il n'y a pas que les pompiers. Hein. Je mets en avant les pompiers, mais il y a toutes les personnes qui, pendant ces 2 jours, sont intervenues. Vous voyez, c'est pas sélectivement les pompiers. Je vous remercie de la précision. Monsieur Lagadec, alors Le principal problème, c'est un problème de fond culturel. Est-ce que je suis ouvert et quelque part à l'aise pour pouvoir aller sur les terrains que je ne connais pas? Ou bien est-ce que, en tant que décideur, j'affirme mon identité par les réponses que j'ai déjà et qui sont sûres? Si je suis dans cette deuxième optique, je ne peux pas gérer les crises d'aujourd'hui. J'ai en tête comme l'exemple qui m'a le plus frappé, c'était le conseiller spécial auprès du directeur de la FEMA à Washington sur Sandy, qui instantanément ouvre 3 cellules. Une, détection des erreurs. On ne peut pas ne pas faire d'erreurs. Donc je les détecte le plus rapidement pour pouvoir les corriger. Deuxièmement, détection des dynamiques émergentes. Ils avaient en tête ce qui s'est passé sur le 9 septembre avec les ferries qui évacuent entre 200 000 et 500 000 personnes pour les mettre à l'abri sur le New Jersey, alors que c'était prévu par personne. Détection des initiatives émergentes. Et troisièmement, invention. Puisqu'on va se trouver dans une situation qui n'est pas prévue, qui n'est pas dans les cartons, où on ne va pas appliquer AZF sur Rouen. À chaque fois, il va falloir vraiment s'arracher au terrain des univers. Enfin, en ce moment, on a la pneumonie en Chine. Il faut, bien avoir fait le point de ce qu'on sait déjà du SRAS, et deuxièmement, ce n'est pas le SRAS. Et donc, tout de suite, on est en situation d'invention. Et alors, pour vous donner un bon exemple, c'était sur la tempête de glace au Canada en 98, dans laquelle ils perdent complètement leur réseau. Ils pouvaient faire autant de télévision qu'ils voulaient, mais les populations qui étaient concernées n'avaient plus la télévision, et donc ils ont travaillé quartier par quartier, petite région par petite région, avec des missions. Et dans la mission, il y avait des gens chargés de la communication pour être en prise directe avec les populations, écouter leurs questions et y répondre et rester vraiment en phase là-dessus. Et je suis frappé, par exemple, sur l'affaire Lubrizol d'ailleurs, de voir les Belges, la cellule nationale belge qui a une génération d'avance sur nous, qui était tout de suite en écoute des réseaux sociaux pour savoir sur quoi ils seraient interrogés, comment ils pouvaient rentrer en relation. Et c'est cette relation comme ça. Mais si vous avez peur, si votre seule identité, c'est les réponses définitives que j'ai, avec l'idée, il faut surtout que je les rassure, autrement ils vont paniquer, avec ça, vous ne pouvez pas gérer les crises actuelles parce que ce n'est pas un fer à repasser qu'on passe à gauche ou à droite. Ça va être pétri d'incertitudes qui vont muter dans le temps et sur lesquelles on n'a pas les réponses. Et donc si vous commencez en disant « j'ai les bonnes réponses », quelque part, vous avez déjà perdu dès le départ. Merci, Madame Bonnefoy. Oui, merci Monsieur le Président, merci messieurs pour vos exposés. Une question pour Monsieur Lagadec. J'ai bien compris et nous le partageons qu'en France il n'y a pas de politique de prévention ou de culture du risque, ça n'existe pas, que le risque soit naturel, qu'il soit industriel ou technologique. Donc quelle serait pour vous une vraie politique de prévention et de culture du risque ?
Comment on la met en place. L'idéal de ce type de politique. Donc vos propositions en la matière. Vous avez dit par exemple, dans le cadre de la maîtrise des risques, qu'il y a une nécessité à non plus avoir des actions site par site, mais c'est votre mot, l'urgence de mettre en place un système, la maîtrise du système à risque. Donc je voudrais que vous me précisiez là-dessus et que vous puissiez donner des propositions concrètes quant à la prévention et à la culture du risque pour que nous puissions l'utiliser dans notre rapport. La deuxième question va pour Monsieur Picot. Le président de Lubrizol, quand on l'a reçu, nous a dit que il a fait une comparaison entre l'incendie de Lubrizol et celui d'une habitation, en disant que ce n'était pas plus dangereux. Évidemment, ça a choqué tout le monde. Donc, je voudrais votre réflexion là-dessus. Et lorsque Madame Buzyn est venue nous voir, la ministre de la Santé, elle a dit la combustion des molécules fait que l'on ne trouve pas les substances initiales dans l'environnement lorsqu'elles ont brûlé. Et donc, on ne sait pas ce qu'on recherche. Moi, ça m'a particulièrement interpellée parce que j'ai du mal à intégrer que des substances peuvent être dangereuses quand elles n'ont pas brûlé, qu'après avoir brûlé, c'est un peu le feu purificateur, on ne sait plus ce qu'on recherche. Et donc, d'ailleurs, les agences sont en train de chercher pour finir, je ne sais quand, par dire il n'y a rien à rechercher, ou il y a quelque chose. Enfin, bref. Et on peut imaginer l'inquiétude des uns et des autres dans cette situation. Donc, je voudrais votre réflexion là-dessus. Et bien évidemment, la problématique des effets cocktails aussi, puisque ce sont des substances qui interfèrent ou qui peuvent interférer les unes avec les autres dans le temps. Donc, par rapport à tout cela, je voudrais votre analyse. Merci. Messieurs. Bon, je n'ai pas dit qu'on n'avait pas de culture de risque, je dis seulement que les risques aujourd'hui sont sortis du domaine de vol de nos outils. Parce que c'est beaucoup plus incertain, beaucoup plus global, beaucoup plus lié, avec des interactions de tous les sens. Et donc, ça introduit l'idée d'une réflexion système et non pas d'une réflexion installation par installation. Alors, c'est une idée parmi d'autres, mais quand j'ai entendu cet argument, ça vient de l'extérieur, donc c'est pas nous, je me dis, là, il y a un problème de philosophie générale et de politique générale de gestion des risques. Parce qu'on n'en est plus là. On est aujourd'hui avec des... Et encore, il n'y a pas que les systèmes locaux. Ça pourrait être beaucoup plus large si vous perdiez les télécoms sur l'ensemble d'une région. Donc c'est ça, cette idée. Alors, un exemple, moi j'avais étudié dans les années 70 l'étude pionnière sur Conway Island dans l'estuaire de la Tamise, où ils avaient ouvert une réflexion générale sur l'ensemble des interactions de risques et avec participation de la population aux discussions sur les risques en question. Et j'ai assisté à des réunions tout à fait intéressantes avec British Gas et les autres qui expliquaient ce qu'ils avaient et qui voyaient les difficultés. Par exemple, en matière de communication, il avait été dit aux écoles que si c'était un gaz léger, il suffisait de mettre les élèves sous les tables, et puis si c'était un gaz lourd, il suffisait de les mettre réciproquement. Mais on saurait comment, si c'est un gaz léger ou un gaz lourd. Il fallait reprendre tout à fait le dossier, et non plus en affirmant des choses toutes faites, mais en réfléchissant avec. La deuxième remarque, puisque vous aviez une question là-dessus aussi, c'est avec les populations, quoi faire. Je pense qu'il faut ouvrir des espaces. Et quand on fait un exercice, ne pas leur dire « il y aura un exercice dans 3 mois, surtout ne faites rien, on vous dira ce qu'il faut faire ». Mais plutôt aller voir le directeur de l'école, le directeur de l'hôpital, qu'est-ce qui vous serait utile que l'on fasse avec vous? Qu'est-ce que vous voudriez mettre dans cet exercice pour qu'à la fin, ce soit utile? Donc il y a vraiment une confiance partagée dans l'apprentissage collectif de situations compliquées. Et qu'on aide les gens à aller au-delà des évidences du moment. Je pense à ce qui s'est passé sur l'autoroute A8 en 2001, où 80 cm de neige en 2 heures, parce qu'on avait prévu de l'eau, c'est de la neige. On fait comment? Et là encore, après, on peut faire quelque chose avec les populations. Je me rappelle, certains avaient dit, vous n'avez qu'à plaider la force majeure. J'ai dit, non, on peut peut-être faire autre chose. Et on avait invité tous ceux qui voulaient, par voie de presse, à venir à une réunion. Il y a eu une centaine de personnes qui sont venues, un peu plus d'ailleurs, pour réfléchir sur qu'est-ce que vous avez vécu et puis quelles sont vos propositions. Et c'était fantastique, la richesse des propositions qui étaient données par les uns et les autres. Une station-service disait, moi je peux être un lieu de vie. Enfin, ce serait bien que le 107.7 arrête de faire des musiques sur le printemps qui arrive, ce serait peut-être mieux. Le conducteur de camion disait, vous convaincrez jamais tel ou tel de l'étranger, mais si vous passez par moi, la CIBI, je peux faire quelque chose. Vous voyez, c'est une philosophie appliquée concrètement sur le terrain et par petits morceaux et pas par grandes déclarations.
Merci, Monsieur Picot. Oui, pour répondre de façon concrète à votre question, qui est vraiment très intéressante, parce que ça a vraiment choqué beaucoup de monde. Je pense que le président du Brisol aurait dû, au préalable, excusez-moi, de s'informer auprès de ses pompiers, parce qu'il a des pompiers. Et les pompiers lui auraient sûrement dit que eux, par exemple, s'ils ont à intervenir sur une inondation, si c'est une inondation chez un particulier, en général, ils ont simplement à pomper l'eau. Par contre, s'ils ont à intervenir sur une usine chimique où il y a de stocker des produits qui réagissent violemment avec l'eau, on imagine vraiment que les moyens mis en place ne vont être totalement différents, parce que là, on va craindre des explosions, des incendies, que généralement, en cas d'inondation, au moins dans une habitation, on n'a pas de problème. Donc vous voyez, c'est totalement différent, hein, et c'est vrai que c'est un petit peu faire de l'information un peu tout venante à la va-vite, là, de la part du président, ce qui est quand même un peu étonnant, parce qu'il a des services de communication. Ça, c'est quand même... Moi, ça m'a un peu interloqué. Alors, pour ce qui est des risques, donc, à long terme, quand Madame... Oui, puis ceux on ne sait pas ce qu'on recherche. Voilà, ce que dit Madame Buzyn, voilà. Là c'est pareil. Je sais que c'est une brillante biologiste, mais bon, la chimie, elle a dû l'oublier un petit peu. Et en fait, quand on est devant un tel problème, au lieu de, comme ils ont fait, du reste, distribuer des listes de produits qui étaient totalement inexploitables, hein, parce que c'était des mélanges, etc., etc. Ce qui aurait été beaucoup plus sérieux de faire, c'était de dire, ben voilà, on prend un petit peu de recul et on dit, ben voilà, dans ces huiles, puisqu'on ne parle pas des hydrocarbures, parce que ceux-là, quand ils brûlent, les hydrocarbures, eh bien, ça donne, le carbone, il va donner, bien entendu, du gaz carbonique, hein, c'est pas très dangereux, et puis de l'eau. Mais les autres, après, vous avez dans ces huiles 4 autres catégories que les hydrocarbures. Vous avez des huiles qui sont des purs hydrocarbures, bien entendu. Dans les huiles industrielles, hein, je parle. Eh bien, vous avez des huiles qui contiennent de l'azote, par exemple. Eh bien, ces huiles qui contiennent de l'azote, que devient l'azote quand il brûle? C'est pas du carbone, c'est pas de l'hydrogène. Eh bien, cet azote, dans un premier temps, il peut donner de l'ammoniac. Ça, c'est pas très bon, mais très très vite, l'ammoniac, vu la température et le dioxygène qu'il y a dans l'air, il va donner des oxydes d'azote. Et là, effectivement, du reste, le préfet avait tout de suite fait remarquer que les premières analyses d'air qu'ils avaient faites contenaient du dioxyde d'azote. Sauf que tous les gens qui s'intéressent à des problèmes d'environnement savent que, au moins dans les villes, une des sources les plus importantes du dioxyde d'azote, sont les moteurs diesel. Bon, mais bon, ça c'est logique, qu'il se forment des... Bon, après, il peut se former, alors là, c'est un peu plus compliqué, l'azote qui va s'intégrer, vous savez, dans les produits carbonés. Bon, ça, c'est déjà autre chose. Maintenant, si vous prenez la deuxième catégorie, qui sont les produits soufrés, qui étaient de loin les plus abondants, eh bien, eux, c'est pareil. Que fait le soufre? Le soufre, en fait, il donne d'abord de l'hydrogène sulfuré, très toxique, mais immédiatement, il va s'oxyder en oxyde, donc en anhydride sulfurique, qui est un irritant, etc. Et donc, ça a été effectivement analysé très vite qu'il y avait du SO2. Maintenant, ce qui est, à mon sens, le plus problématique, et il y en avait beaucoup de ces huiles, parce que Lubrizol est spécialisé dans les huiles, on va dire, de très haute technologie.
pour les moteurs d'avion, par exemple, pour les voitures de course, etc. etc. Donc c'est vraiment des huiles extrêmement perfectionnées du point de vue qualité. Et donc ces huiles contiennent du phosphore. Alors du phosphore, bien entendu, pas l'état de phosphore minéral, mais de phosphate. Et ces huiles, quand elles brûlent, elles vont donner de l'acide phosphorique, qui n'est pas très dangereux. Comme c'est porté à très haute température, quand on met un acide de ce type à haute température, il perd de l'eau, il donne de l'anhydride phosphorique. Et ça, d'emblée, on aurait pu penser que ça posait problème, parce que les médias, immédiatement, ont dit que donc, dans ce deuxième accident, ça ne sentait pas l'œuf pourri comme dans le premier, mais ça avait une odeur âcre. Or, l'anhydride phosphorique, quand on le respire, il entraîne vraiment une âcreté très, très importante. Donc ça, on aurait pu d'emblée le dire, et tous les chimistes savent ça. Mais alors pourquoi on l'a pas dit? Parce qu'il n'y avait pas d'expertise auprès des responsables publics qui ont pris la parole? C'est quoi l'explication selon vous? Oui, je pense que du côté de la direction de Lubrizol, vous savez, il y a toujours le secret, et effectivement, ils ne tenaient pas à vraiment dire... Non, mais c'est un propos qui aurait pu être porté par la préfecture, par exemple. Comment? C'est un propos qui aurait pu être porté par la préfecture. Bien sûr. Alors, parce que la préfecture était parfaitement au courant, parce que vous avez auditionné Madame Delphine Bateau. Bon. Vous voyez bien ce qu'elle a dit. D'emblée, il savait qu'est-ce qui avait brûlé la première fois. Et là, on imagine que c'est exactement le même processus, c'est-à-dire que la direction, bien entendu, elle sait, ça c'est évident. Elle savait peut-être beaucoup moins sur le dépôt qui était à côté, là, de Normandie Technologie. Ça, c'est fort possible. Mais elle savait exactement qu'est-ce qu'elle avait dans ses dépôts, c'est obligé. Et le ministère de l'Environnement, à travers ses ingénieurs des sites classés, c'est aussi parfaitement ce qu'il y avait. Or, silence radio. Mais pourquoi? Parce que la communication, c'est pas leur truc, quoi. C'est tout simple, c'est tout bête, hein. Tout bête. Ils laissent le flou. À chaque fois, c'est le flou. La première fois, c'était du flou pendant 2 mois. Le préfet a dit, oui, c'est des mercaptans. Il savait pertinemment que c'était un mercaptan qui n'était pas toxique. Il a laissé Monsieur Lagadec n'a pas l'air du tout d'accord. Comment? Monsieur Lagadec n'a pas l'air de partager votre avis. Ah, dis voir. Dites voir. Moi, j'ouvrirais plus prudemment deux univers. Il y a le premier qui vient tout de suite en tête, c'est que les autorités savent, qu'elles soient privées ou publiques savent, et ils ont la carte et ils ne le disent pas. Problème de communication. Dans toutes ces affaires-là, il y a aussi quelquefois des angles morts complets, et on ne sait pas. Dans l'affaire de l'incendie du port Édouard Herriot en 86 à Lyon, il y a eu une surprise énorme. Est-ce qu'il y avait ou non un gros transport qui était là, et ça a tout changé. On ne savait pas, quoi. Dans l'affaire de Mississauga, où on évacue 216 000 personnes en 16 vagues successives à côté de Toronto en 78, ils ont eu très très peur parce qu'il y avait un wagon de chlore qui était mal placé parce qu'il avait été placé, comme on ne fait pas d'habitude, auprès de wagons de propane et de gaz. Et puis ils se sont aperçus à la fin, finalement, que grâce à l'incendie énorme qu'il y a eu à cause de l'hydrocarbure, le chlore n'a pas posé de problème. Donc il y a quand même beaucoup d'univers extrêmement complexes à saisir. Et donc la première question, c'est est-ce qu'on a posé les questions en question? C'est pour ça que je disais, si on avait la main courante, on pourrait savoir qui a posé quelles questions à quel moment. Au lieu de se dire, en gros, on savait, puis on n'a rien dit. Je voudrais savoir exactement ce qu'on savait, quand, avec qui et quelles questions on a posées sur les limites de vos connaissances. Et alors, peut-être que tout était clair du côté de Lubrizol, mais peut-être que non. Je ne sais pas. Je voudrais savoir sur quel terrain on est, parce qu'on s'aperçoit souvent qu'en crise, après coup, on sait. Mais sur le moment, on ne savait pas. Peut-être qu'on n'a pas cherché à savoir, puisque, par définition, ça doit être quelque part dans un dossier. Il n'y a qu'à ouvrir le dossier, puis ça sera là. Là, on est sur des univers beaucoup plus flous, beaucoup plus incertains. Et la vraie question de pilotage, c'est qu'est-ce que je ne sais pas? Oui.
Juste par rapport à l'amiante, pour monsieur... Rapidement, parce que j'ai beaucoup de demandes de questions. L'ARS, lorsque nous avons reçu l'ARS, la question a été posée sur l'amiante et la directrice a répondu qu'il n'y avait pas besoin de faire de scanner pulmonaire pour recherche d'amiante, car on n'en a pas trouvé dans l'air, donc il n'y a pas d'inhalation. Monsieur Picot, ça vous inspire quoi? Ça a l'air de vous... Micro, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Oui, c'est un peu désolant. Ça rejoint la réflexion de Delphine Batho, qui disant que, parlant des compétences de l'EDRIR, etc., qu'il y avait quand même un problème. Alors, est-ce qu'il faut... C'est l'ARS, donc il n'y a pas non plus de compétences à l'ARS. Moi, j'en sais rien. Mais moi, ce que j'ai de mon vécu, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de mal à leur faire confiance. Je me suis intéressé au problème des mines abandonnées. Vous savez que la France a été un grand pays minier et que ces mines ont été abandonnées, laissées vraiment comme dans l'état tel que. Et toutes les enquêtes faites par l'ARS, etc., c'est circulé, il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu désespérant. C'est désespérant. Moi, je trouve que c'est vraiment... mais bon, et c'est pour ça que, dans ce cas de l'amiante, effectivement, de faire des fibroscopies, il n'en est pas question. Mais au moins, de faire l'état pulmonaire des pompiers, ça aurait été 1000 fois mieux que d'analyser les transaminases pour le foie. Moi, ça me... Est-ce qu'on peut encore procéder à ces examens ou aujourd'hui ça n'a plus de sens? Comment? On peut encore procéder à ces examens aujourd'hui ou c'est trop tard? Oui, parce que peut-être que des pompiers qui sont, là, comme je le disais, peut-être pré-asthmatiques, etc. Alors, dans le cas des pompiers, si vous voulez, on est un peu dans un monde un peu particulier parce qu'on les sélectionne pour leurs conditions physiques. Ce sont des gens en pleine forme. Alors effectivement, ils résistent. Et alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, je vais donner la parole à M. Grémillet qui commence à s'impatienter parce qu'il l'a demandé très tôt. Oui, merci Monsieur le Président. Justement, c'est dans le prolongement de la question de notre collègue sur l'amiante. On sait tous que l'amiante est interdite depuis le 1er janvier 1997. Donc le sujet amiante n'est pas un sujet, donc je ne voudrais pas si effectivement l'ensemble des couvertures datent d'après 1er janvier 1997. Il me semble, Monsieur le Président, que l'ensemble des entreprises aujourd'hui, c'est la loi, avait l'obligation de faire l'État, effectivement, un bilan amiante, et notamment par rapport aux couvertures. Donc ça, on le sait ou on ne le sait pas. Donc je voudrais... pas, parce que c'est quand même une audition, qu'on fasse naître des craintes qui n'existeraient pas. Parce que si l'amiante est d'après 97, si le fibrociment est d'après 97, il n'y a pas de sujet d'amiante. Donc il n'y a pas de pluie d'amiante. Oui, non mais il faut qu'on soit précis. Il faut qu'on soit précis, très précis. Et j'aurais une question par contre. Si le fibrociment est d'avant 97, ma question, elle est que... Parce que l'amiante, par définition, ça ne brûle pas. Par contre, ma question à un expert, c'est est-ce que la chaleur peut effectivement fragmenter et faire qu'effectivement, on se trouve en situation de fines particules d'amiante, dans la condition où effectivement, ce fibro est d'avant 1er janvier 97. Et j'avais une question à M. Lagadec qui nous évoque sur le multicanal pour l'information. Et notamment, vous évoquez les réseaux sociaux. Mais comment faire aussi que l'information ne soit pas polluée par des fausses informations des réseaux sociaux? Parce qu'on a pu voir dans les auditions que ça fait partie aussi d'un risque énorme auquel, alors là je vous rejoins complètement, on n'avait pas imaginé. C'est-à-dire que le discours officiel ou le message officiel peut être complètement balayé par donc une question. Messieurs, mais je vous en prie. Oui, pour répondre... Non, vous avez tout à fait raison sur la réglementation du fibrociment.
point d'amiante et fibrociment. Le problème est que là, on se trouve, si vous voulez, la chaleur, bien entendu, mais surtout ce qui a été l'élément déclenchant, ce sont les explosions de ces bouteilles comprimées qui sont parties comme des fusées et qui ont pulvérisé. Je vous dis, à 2 km, on a retrouvé des morceaux d'amiante. Et alors, bien sûr, ces morceaux qui tombent... Le fibrociment, excusez-moi. Ça n'a aucun danger. Ça n'a aucun danger. Par contre, cette pulvérisation a fait tomber une pluie d'amiante. Et là, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Hein, et effectivement, le suivi, hein, comme vous disiez, madame, le suivi de ces, par exemple, de toutes ces personnels qui sont intervenus aurait été plus au niveau respiratoire que hépatique. C'est là que, bon, vraiment, on peut s'interroger. Hein. Merci. Oui, j'ai répondu. La question, c'est, je suis pas certain qu'il y avait de l'amiante, parce que je suis pas certain que le fibrociment... Ah si, ils ont dosé l'amiante, si, aussi. Si. Il faut demander aux services qui sont intervenus. Si, ils ont dosé des quantités d'amiante qui n'étaient pas négligeables. Oui, d'ailleurs, implicitement, ça a été reconnu par Lubrizol, dans la mesure où ils ont dit que tous les risques amiante avaient été éliminés. Ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas de risque amiante. Monsieur Devina. Pardon, monsieur Lagalais, vous vouliez... Allez-y. Rapidement, c'est devenu une nouvelle donne, les réseaux sociaux. Donc il y a 2 exigences. La première, c'est d'être compétent là-dessus aussi. Et ça se met en place. Hein. Il y a beaucoup de préfectures maintenant qui s'y mettent, il y a des sapeurs-pompiers depuis longtemps qui s'y mettent, il y a des réseaux citoyens qui s'y mettent. Enfin, donc il y a une dynamique là-dessus. Mais je dirais que sur le fake, ça va devenir quelque chose de structurel. 2, comme il y a beaucoup d'angoisse, ça va se compenser par beaucoup de faux sur les réseaux sociaux. Donc, le problème numéro 1, sachant qu'on ne pourra pas l'éteindre, c'est de ne pas le favoriser. Et donc ça suppose un terrain de confiance qui soit développé en permanence. Et si je fais le lien entre les deux, la compétence et la confiance, regardez la règle maintenant du côté du cellule nationale de crise belge, c'est dès qu'il se passe quelque chose, c'est première information, we know, we do, we care, we come back. Et c'est cette idée, nous tenons. Et avec cette philosophie, j'ai eu l'exemple il y a 2 semaines d'une firme canadienne qui a eu un grave problème en Afrique. Et son communiqué, ça a été de dire, premièrement, voici ce communiqué sur l'état de la situation. Deuxièmement, ne restez surtout pas sur le premier communiqué parce que peut-être qu'il se révélera faux et nous allons revenir le plus rapidement possible dès que nous aurons de nouvelles informations. Avec ça, il y aura du fake, il y aura des problèmes. Mais au moins, vous ne laissez pas le champ complètement libre. Demain, il y aura tout, et puis il y aura une bombe nucléaire qui aura explosé près de Rouen, et on ne le savait pas. Enfin, tout ça, ça va développer. Mais 1, ayons de la compétence. 2, ne n'ouvrons pas un champ complètement libre à ça. Monsieur Devina. Oui, merci Monsieur le Président. Merci messieurs pour vos éclairages. Monsieur Lagadec. Moi, j'ai bien noté détection des erreurs, des dynamiques émergentes et inventions. Une fois que vous l'avez formulé, pour avoir eu pendant quelques années à gérer des crises routières en vallée du Rhône et dans les Alpes, sur la détection des erreurs, il y a un problème derrière tout culturel, parce qu'il est très difficile, quand on s'aperçoit que l'autorité préfectorale ou le préfet a fait une erreur de décision, de lui faire comprendre qu'il y a une erreur. Donc j'ai bien apprécié ce que vous dites, mais il me semble que derrière, ça soulève beaucoup de questions, y compris dans la façon dont on forme les jeunes à l'école aujourd'hui. Et je ne suis pas persuadé que dans notre formation, on accepte le droit à l'erreur ou on la tolère. Je voulais revenir, moi, sur la prévention. Dans votre article, il est dit la question critique est de savoir si nous avons perdu les moyens, la rigueur et plus encore la dynamique d'exigence impérative dans la tenue de nos sites à haut risque. Qu'est-ce que, quand vous dites, enfin, je ne sais pas si c'est vous, mais en tous les cas, c'est dans l'article où vous êtes associé, exigence de la tenue de nos sites à haut risque,
Qu'est-ce que vous mettez derrière? Parce que moi, comme ça, je pense à la sous-traitance, mais est-ce que vous mettez plus, c'est plus large? Et il y a bien des procédures qui existent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est défaillant dans ce qu'on a mis en place? Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour s'en assurer et s'en assurer dans le temps? Je faisais allusion à la perception. Oui. Mais j'ai pas les... Oui. Donc pour être rapide, je dirais que mon idée, c'est attention. Dans les années 70-80, on a mis en place des révolutions en termes de compétences et d'analyse des systèmes à risque. Je ne suis pas sûr, après avoir demandé aux uns et aux autres comment ils sentaient les affaires, que nous ayons encore cette dynamique. Et quand je vois les pertes de compétences dans certaines affaires emblématiques, je ne sais pas si c'est général. Mais si jamais on tombe là-dessus, c'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est Wall Street et pas la sécurité, et que le patron de Facebook donne à tout le monde, je n'irai pas à cette commission d'enquête parce que j'en ai rien à faire, et la sécurité, c'est le problème de l'État, et ce n'est pas la mienne. Quand on est sur ce trend général, si on rentre là-dedans, je dis attention pour la tenue de nos systèmes à risque. Tout à fait. Merci. Monsieur Tissot. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos présentations. Moi, j'aurais une question assez claire, enfin assez précise à vous, Monsieur Picot. Pensez-vous qu'il y a un risque chronique suite justement aux suies et aux poussières, qu'elles soient d'amiante ou de ce qu'on veut, enfin issues de cet incendie, sur les pâtures, sur l'eau, sur la possibilité de transmission aux animaux qui auront pâturé cette eau, cette herbe qui va être transformée, qui a été transformée en fromage, en lait, en tout ce qu'on veut, qui a été mise en conserve. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un an ou deux, on sorte des conserves qui pourraient être polluées, entre guillemets, par cet incendie? Est-ce qu'on peut le mesurer? Parce que là, j'ai posé cette question souvent durant ces auditions et on m'a dit un coup blanc, un coup noir. Quel est votre avis? Alors, une réponse claire et nette de scientifique. Oui, je vais être court. Bon, pour les risques immédiats, donc aigus, bon, il faut bien voir que dans le terme aigu, je vous dis que mon opinion personnelle, c'est que c'est toutes les personnes qui sont intervenues tout de suite qui étaient à risque. Donc là, effectivement, il faudrait un suivi. Pour ce qui est après des suies, les suies, bien entendu, ce sont des mélanges complexes qui viennent essentiellement, la base vient des composés hydrocarbonés, et que dans ces suies, il y a un certain nombre de produits volatiles qui sont des hydrocarbures, quelquefois très dangereux, comme le benzène, par exemple. Ça amène des leucémies chez l'homme. Et puis, il y a toute une variété de produits qui ressemblent au benzène, mais qui sont plus complexes, qu'on appelle les hydrocarbures les HAP, hydrocarbures aromatiques polyinsaturés. Et ces HAP, c'est une famille énorme. Il y a plusieurs centaines de composés. Et parmi ceux-là, il y en a qui sont des cancérogènes à long terme chez l'homme, qui se trouvent donc dans la suie. Et les analyses ont été tout de suite faites très rapidement. Et c'est là aussi, moi, ça m'a un peu étonné. C'est que dans les suies, il y a toujours un peu un marqueur, alors en plus ou moins grande quantité, qu'on appelle le benzoapyrène, qui est donc un cancérogène avéré chez l'homme, qui est classé cancérogène. Et dans les premières analyses, on ne l'a pas trouvé. Alors ça m'a paru un peu étonnant. Mais bon, on l'a retrouvé après, etc. Alors, quelle est la quantité? C'est des quantités faibles, extrêmement faibles. Quelle est la voie de pénétration? La voie de pénétration, d'emblée, c'était un tout petit peu la voie pulmonaire, mais c'est surtout les contacts avec la peau. Et que, effectivement, là, si on parle des agriculteurs, il est évident que s'ils ont eu à manipuler leurs produits avec de la suie, s'ils n'avaient pas de gants, et là, on peut imaginer qu'ils n'ont pas de gants, c'est quand même un risque. Ça, c'est un risque. Alors, quel est l'impact réel? Alors ça, on est incapable de dire quoi que ce soit. La seule chose, c'est on peut imaginer que
Voilà, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Alors, il y a un autre point qui est intéressant parce que la presse avait mis ça en avant, c'était le problème de la dioxine, des dioxines. C'est-à-dire, eux, ils viennent des produits chlorés. Et là, on a dit aussi, ah, mais oui, mais il n'y a pas de dioxine parce que dans les huiles, il n'y avait pas beaucoup de produits chlorés. Ça n'a rien à voir parce que les parois de ce bâtiment étaient faits en PVC. PVC, c'est le meilleur donneur de dioxine. Donc vous voyez, on est à côté de la plaque. Hein. Pas de fibro, mais à côté de la plaque. Et donc, alors les dioxines, oui, effectivement, c'est très intéressant les dioxines parce que c'est un bon marqueur. C'est-à-dire qu'on va le retrouver. Et puis, on va le retrouver dans le lait, dans les graisses, etc. Et on peut suivre, là, effectivement. Mais pour les autres, les hydrocarbures, vous savez que autant les dioxines sont des produits, on va dire, qui ne se transforment pas dans l'organisme. Ils ne bougent pas. Par contre, les hydrocarbures, on essaye de les éliminer en les transformant en produits solubles dans l'eau, pour l'éliminer par les urines. Et automatiquement, dès qu'on est en contact avec ces hydrocarbures, on va les transformer. Et vous ne les retrouverez pas dans le lait. Hein, si vous êtes une femme qui allait, vous ne le trouverez pas. Là, alors que la dioxine, oui, c'est un très très bon marqueur. Donc vous voyez, comment ? Dans le temps ? Oui, dans le temps, bien sûr. Parce que le temps de demi-vie, si vous voulez, chez l'homme, de la dioxine, c'est à peu près 20 ans. Alors, vous avez le temps, hein. Monsieur Lagadec. Pas chez les enfants, hein, pas les petits-enfants. Monsieur Lagadec. Oui. Vous posez un problème très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas à long terme avec... Alors, au moins, il y a un exemple que j'avais étudié, c'est ce qui s'est passé à Villeurbanne en 86, avec une fuite importante de PCB. Il y avait une inquiétude sur... Et ce qu'a fait le préfet me semblait très intéressant. Gilbert Carrère a dit, j'ai mis les experts directement devant la presse et les populations, et que du même coup, toute inflation verbale a quasiment disparu. Et il y a un des experts qui a dit, écoutez, oui, en théorie, c'est possible, mais dans le cas présent, quand même. Bon. Et donc, il va falloir nous naviguer en... Surtout de ne pas aller dire, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit parce qu'il n'y avait que de l'eau dans cette affaire, ou bien on évacue Marseille parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose à Rouen. Donc restons vigilants sur comment on pilote ça et en écoutant les questions et voyons comment ensemble on peut faire face à un terrain qui de toute façon, je peux vous le dire, restera marqué par beaucoup d'incertitudes. Et c'est cette qualité de pilotage dans la situation dans laquelle, même si j'ai l'autorité, je n'ai pas la connaissance finale et le monopole du pilote, de la décision, c'est cette ligne de crête qu'il faut être capable de traiter. Si on ne l'a pas, on va tomber soit dans un sens, soit dans un autre. Aujourd'hui, ce sera la négation. Demain, ce sera l'évacuation de l'Europe parce qu'on a eu un problème à Dunkerque. Ben oui, mon problème, c'est déjà d'ouvrir la question. S'il est ouverte, on va se mettre ensemble pour réfléchir maintenant quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quelles sont ce qu'on pourrait faire, quel est le cône de pertinence de ce que je fais, et détection immédiate si jamais il y a des signaux qui disent que je me suis trompé quelque part. Et j'admets que je puisse me tromper. Oui. Merci. Juste pour répondre plus précisément à votre demande, pour les agriculteurs, il est évident que le problème était, est-ce qu'on jette, si on parle des récoltes, est-ce qu'on jette ou on ne jette pas les récoltes? Là, je crois que le gouvernement a été très efficace. Indemnisation, etc. Là, il y a vraiment, je crois qu'ils ont été à la hauteur. Alors, après, à long terme, peut-être que c'est plus les bovins qu'il faut s'inquiéter, mais peut-être les abeilles, ou qui peuvent être toute vie. Bien, je vais donner la parole à Monsieur Vial et à Madame Tocqueville qui poseront les deux dernières questions, et puis vous répondrez globalement. Oui, Monsieur le Président, très rapidement, vous avez dit tout à l'heure qu'il est important que la mission puisse disposer de points précis quoi faire. Or, Monsieur Lagadec, tout à l'heure, vous avez justement terminé votre intervention quoi faire, et vous avez évoqué une initiative que vous aviez engagée avec le préfet Frémont, sur laquelle vous comptiez malheureusement il s'agissait de quoi, puisque vous sembliez porter grand intérêt à l'initiative que vous avez évoquée?
Madame Tocqueville, et puis on répondra, messieurs, vous répondrez globalement aux 2 dernières questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai une question à Monsieur Lagadec. Bon, moi, j'ai vécu l'épisode maire captant en tant que maire, absence de communication, flou total, on s'est débrouillé tout seul. Et dans l'article que nous avons à disposition, vous parlez de la nécessité de disposer de capacités spécifiques de réflexion-proposition en appui aux dirigeants, ce qui suppose une préparation pour que l'outil ne soit pas une gêne, mais bien une aide stratégique. Est-ce que vous pourriez préciser comment vous concevez cette aide stratégique? Et à M. Picot, je voulais poser la question, fallait-il autoriser la reprise de l'activité d'une partie du site, comme cela a été décidé, sans faire prendre de risques aux salariés? Je vous remercie. Monsieur Lagadec. Avec le préfet Frémont, nous avions poursuivi des choses qu'on avait pour commencer avec le préfet d'Aubigny et d'autres. Et le titre, c'était « Nouvelle crise, nouvelles attitudes ». Et il avait réuni à chaque fois 25 préfets à peu près. Et j'allais écouter chaque préfet dans sa préfecture avant pour savoir de quel cas il pourrait parler. Et à chaque fois, pour présenter à ses collègues les questions les plus compliquées qu'il avait dû faire, qu'il avait dû travailler. Et nous avons fait notamment un séminaire sur les préfets Tempête 99, les préfets Erika sur toute la côte. Et à chaque fois, ils discutaient entre eux des choses les plus compliquées. L'idée n'était pas de regarder le plan sec pour savoir quelles étaient les réponses, mais quelles questions on peut se poser aujourd'hui sur ces choses différentes. Et donc la philosophie était très à l'opposé de c'est dans le plan, il n'y a qu'à regarder et puis on a tout. Non, je ne sais pas comment je fais et qu'est-ce qu'on peut échanger ensemble. Et il me semble, aujourd'hui, on vient de nommer plein de préfets, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour... non pas enseigner, c'est pas ça, mais mettre en commun la capacité de poser des questions sur des situations qui vont sortir de notre cadre d'analyse tel qu'il est supposé être. Pardonnez-moi, la deuxième question, c'était... Comment vous concevez la mise en place des dispositifs de oui. réflexion, de proposition et ce que vous envisagez comme une aide stratégique effectivement utile auprès des préfets? Oui. Bon, je vous ai renvoyé un texte sur les forces de réflexion rapide. On a développé ça, la première fois c'était à EDF, sur le mode d'avoir un groupe qui va s'interroger en permanence sur 4 questions. De quoi s'agit-il? C'est quoi les pièges? C'est qui les acteurs? Et si on a des combinaisons d'inventions immédiates à donner, c'est tout de suite. Donc, et ces groupes-là, on les... Pardon. Ce que vous proposez est compatible avec la réduction des moyens humains mis à disposition des préfectures? Il faut qu'on se débrouille, et ça peut très bien être fait au niveau national. On aurait pu très bien demander à 2-3 personnes, à la CIC par exemple, qui seraient formées là-dessus, sur est-ce que vous avez quelque chose à dire au préfet? La première chose à lui dire, attention, c'est pas AZF. Donc travaillez sur l'hémorragie, mais attention, vous avez tout de suite un problème d'analyse. Quelles questions vous allez poser aux analystes? Quelles sont les limites sur les analyses? N'allez pas chercher les 2 éléments rassurants dans les analyses, mais posez la question de les surprises qu'il pourrait y avoir. C'est ce genre d'intervention instantanée qu'il faut avoir. Et je vous assure, quand on est préparé à le faire, ça va extrêmement vite. Et on est capable de le faire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, on peut travailler ça, mais ce n'est pas dans notre culture. Parce que notre culture, ce que vous avez à la CIC, c'est un groupe, d'après les textes gouvernementaux, anticipation, qui anticipe ce qui pourrait freiner la mise en place de la chose. La force de réflexion rapide, c'est qu'est-ce qui pourrait mettre par terre toute la conception de l'intervention. Et ça, alors, pourquoi le faire aujourd'hui? Parce que les choses sont tellement complexes que ça peut vous échapper, même la lecture de l'affaire peut vous échapper. Ceci n'est pas un problème c'est un problème de santé publique. Non. Attention, que vous êtes dans une logique sapeur-pompier qui est nécessaire, mais attention, le problème que vous allez avoir, c'est un problème de santé publique. Et donc faites attention et c'est ce genre d'alerte et d'analyse qu'il faut avoir. Mais c'est très difficile dans nos cultures, parce que dans nos cultures, vous devez avoir la réponse. Ici, c'est comment je travaille sur une foultitude de questions qui ne seront pas stabilisées, qui vont muter dans le temps, dont le de quoi s'agit-il va muter.